Le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information dont voici les titres. Alors que le monde assiste avec impuissance la montée exponentielle des décès liés à la pandémie du Covid-19, un autre fléau plus ancien continue également de faire des ravages. Le VIH-Sida, dont les victimes directes sont des enfants devenus orphelins de père ou de mère. La communauté internationale célèbre ce 7 mai la journée des enfants orphelins du Sida. On en parle dans un instant avec Issa Sivmefan. Nous parlerons également de cette aubaine des entreprises gabonaises touchées par la crise actuelle. Elles vont bénéficier d'un programme de financement urgent de l'État, le but étant de maintenir et préserver les emplois. Puis dans la rubrique découverte en cette période de confinement, notre reporter Marie-Clotilde Bingouma nous emmènera chez certains parents qui apprennent à leurs jeunes filles à concocter les plats africains. Rendez-vous dans ce journal avec la préparation du chou du palmier. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Merci d'être fidèle au programme de Radio Gabon. Le pourcentage des enfants orphelins du sida augmente toujours le jour. Selon les statistiques, toutes les 15 secondes, le sida tue un papa ou une maman, laissant au passage de nombreuses victimes que sont les enfants. La prise en charge de ces orphelins constitue aujourd'hui un défi humanitaire, économique et social majeur. Ce 7 mai, la communauté internationale célèbre la journée des enfants orphelins du sida. Issa Sivmefan nous parle des réalités issues de cette situation. La prise en charge des orphelins du sida constitue un défi humanitaire, économique et social majeur. Les réinsérer dans la société leur permettra de ne plus être des proies faciles pour la délinquance, la prostitution ou la drogue. Les orphelins du sida ainsi que tous les enfants affectés ou infectés par le virus sont parmi les enfants les plus vulnérables de la planète. Ils sont le reflet des millions d'orphelins. Il est nécessaire de lutter contre la pauvreté et le sida et de soutenir les orphelins et les enfants vulnérables que la pandémie laisse autour d'elle en militant pour leurs droits fondamentaux et en offrant un appui aux familles et communautés qui les prennent en charge. Reconsolider les liens qui se sont brisés autour d'eux pour leur assurer un avenir prometteur, mettre en place des programmes de développement communautaire durable, renforcer les capacités des familles et des collectivités détruites par la pauvreté et le sida afin qu'elles soient en mesure d'élever orphelins et enfants vulnérables. Les responsables politiques sont d'autant plus sollicités à considérer ces enfants délaissés comme une priorité et prendre des mesures urgentes pour les intégrer dans la société. Les orphelins du sida sont confrontés à deux difficultés majeures, la continuité de leur scolarisation après le décès des parents infectés et le rejet de leurs camarades de jeu qui reçoivent des mises en garde de la part de leurs parents devant le soi-disant danger que ces orphelins pourraient présenter. Moralement affaiblis par ces préjugés, ils s'enferment souvent dans un mutisme qui les éloigne davantage des traitements médicaux. L'organisation de ces journées devrait se pencher sur les moyens humains et matériels pour répondre aux attentes de ces orphelins. En Afrique subsaharienne, 4 nouvelles infections sur 5 parmi les adolescents âgés de 15 à 19 ans sont des filles. Les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont 2 fois plus susceptibles de vivre avec le VIH-Sida que les hommes. L'ONU-SIDA estime que 26,2 milliards de dollars US seront nécessaires pour la riposte contre le sida en 2020. Une journée sous écran du coronavirus. La rédaction de Radio Gabon, pour coller à l'actualité, s'est rendue au CTA, le centre de traitement ambulatoire d'Onkembo, et celui de CHU de Libreville. Sur place, notre reporter a échangé avec des responsables de ces structures pour s'enquérir de l'organisation mise en place durant cette période de crise sanitaire. Edgar Kaba pour le reportage. En cette période de crise sanitaire, nous avons suivi le parcours d'une jeune fille et celui d'une femme assez mûre, tous deux infectés par le VIH-Sida.
se rendant au CTA de Nkembo et au CTA du CHU de Libreville pour suivre des soins habituels, en toute quiétude, disent-elles. Il n'y a aucun changement au niveau de l'approvisionnement, c'est comme d'habitude. Dès le matin, vous déposez vos carnets et on vous appelle pour la pharmacie. Et maintenant, pour la réception, on vous stocke tous dehors et puis on vous appelle à toute heure. Si on t'a donné un traitement de 3 mois, tu viens après 3 mois. Si c'est 1 mois, après 1 mois, ça dépend. Je vais retirer les examens et aller montrer les résultats sur le médecin. Et là où je verrai ce qu'on va me dire. Quand j'arrive au secteur respect, les 1 mètre et quelques, ça se fait depuis ce matin, puisque ce n'est qu'aujourd'hui que je suis arrivée. J'ai eu déjà mon produit d'un mois. Nous sommes au centre de traitement ambulatoire du centre hospitalier universitaire de Libreville, où la responsable de la structure, le docteur Alexandre Nancy, nous parle de la réorganisation du CTA en cette période où le coronavirus fait des ravages dans le monde. Les patients séropositifs que nous prenons en charge au sein du CTA du CHUL prennent régulièrement leurs médicaments. Nous veillons à ce que, vu la crise sanitaire, ils ne viennent pas en nombre important. Nous prenons 10 qui peuvent s'asseoir en respectant la distance de 1 mètre. Nous leur donnons 3 mois de médicaments. Quand ils sont un peu faibles, nous leur donnons également les 3 mois en leur demandant que si jamais ça n'allait pas, ils pouvaient appeler ou bien ils pouvaient passer comme ça, on les prendrait en charge. Les personnes vivant avec le VIH/SIDA ne devraient donc pas avoir de problème de bilan ou d'approvisionnement en antirétroviraux durant cette période de Covid-19. En soutien aux entreprises gabonaises, le gouvernement, via le ministère de l'économie et des finances, vient de mettre en place, par décision du chef de l'État, un programme de financement urgent des entreprises impactées par la crise actuelle, avec pour objectif de maintenir et préserver des emplois. Reportage Ahmed Ryan Zengi. Créé pour soutenir les petites et moyennes entreprises impactées par la crise de la Covid-19, le financement urgent des entreprises se fixe pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder l'activité économique. Alarik Moubouyi, conseiller en communication du ministre de l'économie et des finances. Il s'agit effectivement d'un dispositif mis en place par le gouvernement sur instruction du chef de l'État qui permet effectivement aux entreprises de bénéficier d'un prêt dans ce contexte de crise. Pour les entreprises qui font face à des difficultés de trésorerie, notamment pour payer les loyers, les salaires, l'eau, l'électricité, donc c'est-à-dire les dépenses essentielles, il y aurait effectivement donné la possibilité de bénéficier d'un prêt à un taux très bas de 5,5% où l'État se porte garant. C'est important de le souligner. L'État est garant de ce prêt. Le programme FUE concerne principalement les PME-PMI gabonaises régulièrement constituées et à jour de leurs obligations fiscales. Il faut être légalement constitué d'une part et à jour effectivement de ses obligations fiscales et sociales. Et ensuite, la démarche, c'est de s'orienter tout de suite vers sa banque pour constituer le dossier. Ensuite, le dossier est transmis au cabinet du ministre de l'économie et des finances pour donner un avis favorable ou défavorable sur le taux bonifié. Ce financement urgent des entreprises permettra un tant soit peu la couverture des besoins de trésorerie d'urgence des entreprises éligibles qui s'engageront à préserver le bassin des emplois. La lutte contre l'augmentation des prix dans la province du Wallintem, on en parle encore. La direction provinciale de la consommation et de la concurrence est sur le terrain pour mener des actions dans le cadre de la vérification. Firmin Elebian-Mesui nous donne plus de précisions. Convaincu de la dangerosité et la précarité socio-économique qu'impose la pandémie du Covid-19 dans les ménages depuis son invisible apparition en mi-mars de l'année en cours au Gabon, en dépit des efforts barrières préconisés par les plus hautes autorités contre sa propagation meurtrière et les indications gouvernementales sur le respect de la mercuriale concernant les produits de première nécessité, informés de ce que, dans le Wallintem, certains tenanciers des boutiques et autres alimentations s'illustrent dans les techniques pratiques anarchiquement parlant d'augmentation, de falsification des prix et la vente des produits avariés sur le marché, d'où la nécessité de mettre un terme à cette volonté de nuisance apparentée au loin à une escroquerie organisée sur le dos des clients. Le directeur provincial de la concurrence et consommation à pied d'œuvre sur le terrain situe l'enjeu de cette mission d'éradication totale. Kevin Padou Misumbu. On remarque qu'il y a des opérateurs économiques qui ont tendance à vouloir abuser les opérateurs économiques. Donc nous sommes là, nous veillons à ce que cela ne se passe pas avec des sanctions, mais vraiment là, des sanctions qui peuvent aller jusqu'à fermer leurs échoppes.
Donc, à l'endroit des concitoyens, des consommateurs, mais c'est leur rappeler le numéro vert. Le numéro vert, c'est un numéro où vous ne dépensez aucun franc pour être en contact avec les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation qui vont nous relayer l'information. Sinon, au niveau d'OIM, le service provincial de la concurrence et de la consommation est ouvert. Voilà un dossier qui renvoie tout de même à la pérennité des opérations de cette envergure, histoire tout simplement d'éviter l'intoxication alimentaire chez les populations. En ligne d'OIM pour Radio Gabon, la référence Firmin et les Bermesui. Nous restons en économie avec la crise sanitaire dans le monde, avec son corollaire sur la crise alimentaire, où l'Organisation des Nations Unies est particulièrement inquiète. À ce sujet, l'émission Gabon Echo reçoit ce jeudi 7 mai Helder Muteya, coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. Nous l'écoutons en avant-première. Les populations les plus pauvres, tant en milieu rural qu'urbain, sont menacées par les effets de la pandémie. Par exemple, les populations urbaines et périurbaines pauvres sont très dépendantes du marché pour se ravitailler. Elles vivent en situation de précarité constante et dépendent de ventes quotidiennes de leur main-d'œuvre. Ils pratiquent une alimentation peu diversifiée. Ils sont déjà un groupe vulnérable. Les groupes vulnérables comprennent aussi les personnes vivant en milieu rural et dépendant de production agricole, d'emplois saisonniers dans l'agriculture, la pêche ou encore l'élevage. S'ils tombent malades, infectés pour le Covid-19 par exemple, ou se voient limités dans leurs mouvements ou activités, ils ne pourront pas se rendre sur les terres pour travailler, s'occuper de les animaux, aller pêcher ou accéder au marché pour vendre leurs produits, acheter de la nourriture, se procurer des semences ou encore de l'équipement pour travailler. Les ouvriers informels seront également durement touchés car les pertes d'emploi et de revenus, notamment au niveau de la récolte et de la transformation, sera quand même évident. Et si on parle de l'Afrique, par exemple, au milieu de l'Afrique centrale, en Afrique centrale, plus de 26%, soit environ 43 millions de personnes, sont en situation d'insécurité alimentaire. Et ça signifie qu'ils n'ont pas suffisamment d'apport calorique pour une santé normale. Parmi ces personnes, plusieurs font face à une insécurité alimentaire grave et aiguë. Et ces souffrances liées à la faim tellement grave que leurs vies, les moyens d'existence sont directement menacés et que leur survie dépend d'une aide extérieure. Et nous parlons également du lancement officiel de la deuxième phase de l'opération des distributions des kits alimentaires à la mairie du 4e arrondissement de Libreville. Après la remise des bons alimentaires aux 23 chefs de quartier, le maire de cet arrondissement, Axel Jason Ayenoé, a procédé à la remise des denrées alimentaires aux populations vulnérables. Gaël Bimba Okoko a assisté à la cérémonie pour le compte de Radio Gabon. C'est dans le strict respect des mesures barrières que Noël Mihindou, chef de quartier à Windje Valley, est venu récupérer son kit alimentaire. Assis sous une tente aux normes de la distanciation sociale, lavage de mains avant la récupération de l'eau, il sort de la mairie, sourire aux lèvres. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce geste par rapport à ce que nous recevons aujourd'hui. Et on ne s'attendait même pas à ces bons cadeaux-là. Que Dieu lui garde et lui protège. Nous sommes très satisfaits. Gladys, heureuse d'avoir été prise en compte cette fois, demande aux autorités de continuer à penser à ceux qui, jusqu'ici, n'ont pas encore été visités et invite ceux qui ont déjà reçu de faire preuve de bonne foi en ces temps difficiles. La première distribution de bons, je n'avais pas eu. Je remercie le chef de l'État pour le geste. Que ça suive, que ceux qui n'ont pas eu puissent avoir aussi. Et que ceux-là qui ont déjà eu arrêtent de venir bénéficier encore. Tout le monde doit avoir. Ce don qui a été offert par le coordonnateur des affaires présidentielles, Noureddine Bongo Valentin, soutenu par le ministère des Solidarités nationales, a aussi reçu l'apport d'un entrepreneur exerçant dans le 4e arrondissement, Willy Aseko, directeur général. Nous avons tenu à apporter une légère contribution à la mairie du 4e arrondissement. Il était pour nous important, en tant qu'opérateur du 4e arrondissement, de soutenir les actions de la mairie qui nous abrite depuis 10 ans. Pour être solidaire des populations, nous espérons ainsi contribuer à l'organisation de la solidarité durant la pandémie Covid-19. La réactivité de ses compatriotes à la solidarité
solidarité nationale vis-à-vis des populations vulnérables. Au nord, le maire du 4e arrondissement, Axel Jason Ayenoué. Peine remis les bons au chef de quartier hier, les populations sont déjà présentes pour venir récupérer leur kit alimentaire, leur paquetage. Ils n'ont pas attendu. Les gens sont contents, ils découvrent leur paquetage, ils voient que le paquetage est assez consistant. Voilà, si on avait plus, on donnerait plus. Vraiment, c'est toujours bien de donner. Et on remercie vraiment les donateurs. Le maire, pour finir, a rassuré les habitants de son arrondissement de ce que personne ne sera oublié. C'est parce que certaines mesures barrières n'avaient pas été respectées pour contrer le Covid-19 que le gouvernement avait été obligé de prendre des mesures plus fortes. Malgré le durcissement de certaines restrictions, beaucoup continuent de fouler aux pieds ces mesures de protection. Le cas des jeunes qui ont décidé de transformer certaines zones de quartier en stade de football. Notre reporter Edgar Kaba a assisté à un big match. Suivez ce reportage. Nous sommes sur un des terrains de sport de l'université Omar Bongo. Ici, l'insouciance face au Covid-19 laisse place tous les jours à des matchs de foot, des parties très engagées. Derrière l'Assemblée nationale et à pleine rôtie, les jeunes aussi jouent au football. Sont-ils conscients de l'urgence de l'heure? Et que font aussi les parents face à cette entrave dangereuse? Tenez par exemple, à notre passage, ce petit garçon s'est confié à nous. Si tu vas jouer au ballon, c'est à partir de quelle heure? À 15h, je termine à 18h ou 17h. On joue au championnat. Le stade qui est là chez nous, à pleine récup. Quand tu dis à maman que tu vas jouer au ballon, elle te dit quoi à la maison? Elle dit oui, puisqu'elle dit que c'est le championnat. Maman ne te dit pas à la maison que attention, il ne faut pas aller jouer au ballon, il y a le coronavirus. Elle dit tout ça, elle dit que je ne dois pas trop rester à côté des autres. Le gouvernement gabonais a pourtant décidé d'interdire ces big matchs et aussi l'arrêt du championnat national pour lutter efficacement contre le Covid-19. Plusieurs jeunes l'ont compris et appellent d'autres jeunes à respecter les mesures barrières. C'est une obligation. Ils ne connaissent pas certainement l'ampleur du phénomène en ce moment. Je ne sais pas s'ils connaissent vraiment qu'il y a la maladie ici au Gabon. On suit les informations et tout ce qui se dit. Si c'est dans l'inconscience qu'ils le font ou bien... Mais le conseil, c'est d'arrêter. D'abord, juste pour la période qu'il faut et répondre après. Ils continuent à biguer et on veut savoir quel constat faites-vous et que demandez-vous à ces jeunes? Le seul conseil que je demande, c'est de suivre les mesures qui ont été données par le gouvernement. De suivre ces mesures et de ne pas sortir n'importe comment dans les lieux toujours et toujours se protéger. Ce que je pense par rapport à cette attitude-là, que j'ai pu constater déjà depuis plusieurs jours, parce que ça fait un bon moment que je passe de temps en temps ici, à propos des mesures barrières, mais également en termes de risques personnels que l'on donne à sa propre vie. Parce que le coronavirus, c'est sérieux, c'est réel. Par conséquent, chacun devait au moins faire preuve de responsabilité et éviter les rassemblements de plus de 10 personnes, comme ça a été dit en fait. Pour l'heure, le gouvernement et les parents devraient sensibiliser davantage les populations sur la nécessité de se protéger face au Covid-19. Nous vous invitons maintenant à voir une autre facette du confinement qui, de façon générale, peut être synonyme d'ennui pour certains, mais pour d'autres, en revanche, profitent de cette période pour combler des vides. Le cas des parents qui apprennent à leur jeune fille à concocter les mets traditionnels, comme le cœur du palmier, encore appelé le chou de palmier. C'est un reportage de Marie-Clotilde Bigouma. Décidément, la nature a horreur du vide. Pendant ce temps de confinement partiel, dans la commune d'Erkanda, nous avons surpris une jeune fille de 13 ans au fourneau en train de réaliser une recette apprise par sa grand-mère. Il s'agit du chou palmiste, extrait d'un jeune plant de palmier à huile. Suivons les premiers pas de Adia. J'ai sur la table mon chou palmiste, c'est-à-dire le cœur du palmier, qui est tout blanc. Je découpe en gros morceaux et je fais bouillir dans une marmite pendant 15 minutes. Maintenant, dans une marmite propre, je mets l'huile et j'ajoute les oignons, le gingembre et enfin le sel. Puis je mets le chou dans cette même marmite et je mélange le tout. Je laisse cuire pendant au moins 10 minutes
Voilà, ce plat peut se déguster avec la banane, le taro ou encore le manioc. Bon appétit chez vous. Nous retrouvons Frédéric Nancy Pagna pour la page des sports. Il y a moins d'une semaine, Nancy, la loge présidentielle du stade d'OIM avait subi un incendie. Pour protéger cet édifice, les autorités viennent de prendre des mesures. Oui, après la condamnation de cet acte de vandalisme inédit, les autorités gabonaises passent à l'action pour sécuriser le stade d'OIM situé dans une zone isolée, précisément à 17 km d'OIM, chef-lieu de la province de Wellington, suivant Firmin et Lembiang Mesui. Les populations s'insurgent et attendent toujours à la suite des enquêtes pour connaître la vérité sur les auteurs et leurs motivations précises. Réaction en série. En tant que citoyen d'OIM, et lorsque ces malfaiteurs ont eu à faire un truc comme ça, pour moi, je trouve que ce n'est pas normal et que ce n'est pas bon. Ce genre de personnes, on doit les poursuivre pour les arrêter et demander pourquoi ils ont eu à faire ça. Comment ce choix est venu dans leur cœur pour aller là-bas, pour aller brûler un stade comme ça là. Pour moi, ça, ce n'est pas tout à fait normal. Je suis très déçu par rapport à cet acte, puisque le stade d'OIM était vraiment un bijou de notre province. Et lorsque les gens s'hasardent à aller faire du banditisme là-bas, c'est vraiment très regrettable, puisque quand on construit, on ne construit pas pour détruire après. On construit pour que ça reste. Conscient de préserver ce acquis d'intérêt sportif national et international, le gouvernement gabonais vient de prendre un certain nombre de mesures sécuritaires, à savoir la protection des lieux par les forces de défense nationale et l'électrification du secteur. Le colonel Simba, chef de corps de la 2e région d'infanterie terrestre basée à OIM. Nous avons été saisis par les plus hautes instances de la République, à savoir le ministère de la Défense, via mon chef d'état-major, pour mettre en œuvre une garde ponctuelle au niveau du stade Yangon, justement, eu égard à l'incendie criminel qui a eu lieu. Et à ceci, je tiens à dire que le ministère des Sports, allié au ministère de la Défense nationale, sont en œuvre pour mettre les conditions optimales pour que la garde soit effectuée dans le confort possible. Notons aussi que la SCG a contribution, puisque c'est elle qui se traite de l'éclairage et de la production électrique dans la dite zone, donc qui mettra exceptionnellement le courant de minuit à 6h du matin pour permettre aux éléments de garde d'être dans la sécurité et avoir un éclairage qui leur permettra de voir au-delà. Le stadium Ngon est debout, donc susceptible d'accueillir n'importe quelle compétition et même le public sportif, malgré ce qui semble au loin être une diversion d'actes terroristes non justifiés ce jour. En ligne d'OIM, pour Radio Gabon, la référence Firmin et les Mesui. Et à ce jour, les auteurs de l'incendie de la loge présidentielle du stade d'OIM ne sont pas toujours connus. L'enquête est toujours en cours et semble plutôt porter des fruits. En effet, des pistes semblent connues. Le procureur de la République près le tribunal de première instance d'OIM vient d'effectuer une visite sur le site. Au terme de cette visite, il a répondu aux questions de notre correspondant. Écoutons le procureur d'OIM, Rodrigue Ondo-Fumo. Comme vous le savez pertinemment, il y a un gardien du stade qui a été interpellé, mais il faut rappeler que ce n'est pas le gardien du stade proprement dit. Il est gardien de la base chinoise, mais il veille sur le stade. Il a été pris parce que pour l'instant c'est lui que nous considérons comme étant gardien, et dans la tête des gens, comment des personnes ont pu s'introduire dans le stade sans que le gardien ne s'en aperçoive. Est-ce qu'il vivait sur le site ou alors c'est un gardien de fait? C'est l'enquête que nous menons. Et je vous l'ai dit, les faits se sont produits jeudi, mais je me suis encore rendu sur le site. Moi j'étais sur le terrain avec toutes les unités de police judiciaire, les services spéciaux, pour que nous essayons de refaire la constitution des lieux pour savoir ce qui a bien pu se passer, par où ces personnes sont passées. Nous sommes dans le cadre d'une enquête et nous prenons cette enquête à bras le corps. C'est pourquoi je vous dis que je reste optimiste et l'enquête avance. Je ne peux pas vous donner tous les éléments de l'enquête puisqu'elle est encore secrète, parce que si je divulgue tout, peut-être que les auteurs vous écoutent, sont captés, parce que tout le monde est capté. Vous savez un peu comment les réseaux sociaux fonctionnent, mais je vous dis que l'enquête suit son cours et nous faisons tout pour mettre la main sur les auteurs. Nous avons quelques indices et au moment opportun, chacun de nous sera édifié, et surtout lorsque nous allons appréhender les auteurs de cet acte dur.
Et puis Nancy, en raison de l'épidémie de coronavirus, les compétitions sportives sont reportées ou annulées. En football, la CAF, la Confédération africaine de football, presse les associations membres pour connaître l'issue de leur compétition nationale. En effet, alors que plusieurs pays se sont déjà prononcés pour l'arrêt de leur compétition et d'autres purement et simplement pour l'annulation, au Gabon, dans un courrier, la Fédération gabonaise de football a présenté les calendriers et les classements des compétitions nationales suspendu en raison de la crise sanitaire. L'objectif de la FEGAFOOT est de mener à terme toutes ces compétitions à condition de la levée des mesures de suspension des activités sportives en territoire gabonais et s'engage à communiquer à la CAF dans les plus brefs délais le calendrier réaménagé. Le Rwanda souhaite également poursuivre la saison, mais la Fédération rwandaise de football donnera à la CAF sa décision finale sur le championnat et la Coupe nationale le 30 mai prochain, après concertation avec le gouvernement. La Mauritanie, elle aussi, penche pour une reprise de ces compétitions d'élite. Le comité exécutif de la Fédération mauritanienne de football a décidé de reporter son championnat en septembre. Autre décision de la Fédération mauritanienne, l'annulation des compétitions de petite catégorie et celle des dames. C'est avec cette page de Nancy Pagna que s'achève ce journal, mais tout de suite le rappel des titres. Alors que le monde assiste avec impuissance la montée exponentielle des décès liés à la pandémie du Covid-19, un autre fléau plus ancien continue également de faire des ravages. Le VIH-Sida, dont les victimes directes sont des enfants devenus orphelins de père ou de mère. La communauté internationale célèbre ce 7 mai et la journée des enfants orphelins de Sida. On en a parlé dans ce journal avec Issa Steve Mefan. Nous avons également eu dans ce journal cette aubaine des entreprises gabonaises touchées par la crise actuelle. Elles vont bénéficier d'un programme de financement urgent de l'État, le but étant de maintenir et préserver les emplois. Merci d'avoir suivi ce journal. Montage Julien Makita, collaboration rédactionnelle Frédéric Nancy Pagna, la présentation Sonia Dassimbe, réalisation et coordination Nick Choslin-Fouba. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.